Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans. Parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien. Moi j'aborde le dernier mois de cette première saison du podcast puisque j'ai décidé de terminer à la fin du mois de juin et faire une pause pour cet été et le podcast reviendra à la rentrée. Donc aujourd'hui je vous propose un mini-épisode déclic. Et à l'origine quand j'avais réfléchi à ce type de format, j'étais plutôt partie sur l'idée d'une phrase déclic, donc un peu d'une citation qui était un peu un point de départ pour partager autour d'un concept pour un épisode et qui avait été un déclic pour moi. Mais en fait, je vais vous avouer quelque chose, c'est que dans ma vie, tout est un peu matière à déclic et dernièrement, le déclic que j'ai eu, c'était pas au sujet d'une phrase, mais plutôt d'un événement qui s'est passé dans le monde du bien-être. Peut-être que vous n'êtes pas passé à côté de cette information. C'est la fermeture du centre Gynécée. Donc j'avais envie de vous faire un épisode sur la manière dont leur fermeture, en fait, elle m'a affectée et les réflexions qui en sont découlées. Je vais commencer par vous redonner un petit peu de contexte. Gynécée, c'est un lieu qui était donc dédié au bien-être des femmes, qui a ouvert en 2020 à Paris, et puis plus récemment, ils avaient ouvert un deuxième centre à Bordeaux. Il y avait des professionnels du bien-être qui intervenaient, donc on retrouvait des naturopathes, des masseurs, des sophrologues, il y avait même des profs de yoga, plein de professions autour du bien-être féminin, et aussi pas mal autour de la maternité. Hein. Et donc je pense que c'est pas le premier établissement de ce type. Peut-être que c'est un des premiers qui s'est vraiment dédié aux femmes, mais en tout cas, Gynécée a su en quelques années se positionner quand même comme un modèle. Moi, je le voyais autour de moi parce que j'ai pas mal d'amis qui évoluent dans le domaine du bien-être et dont le rêve, ce serait d'ouvrir un centre de bien-être un peu du type Gynécée. Et puis même dans mes relations en dehors du domaine du bien-être, eh ben, il y avait plein de personnes qui connaissaient Gynécée, donc c'était quand même un centre qui avait cette renommée, qui avait réussi justement à se créer une notoriété. Le lieu était hyper beau, la communication était efficace. Je vois même qu'ils avaient créé un podcast. Et puis je pense que l'esprit du projet plaisait. Il y avait eu cette notoriété avec des parutions dans des magazines, je vois comme Vogue, enfin voilà, j'ai retrouvé plein de choses en cherchant un petit peu sur eux. Et pourtant, il y a à peu près 2 semaines, je tombe sur l'annonce de la fermeture du centre sur Instagram, avec une vidéo de Salomé Brial, qui est une des fondatrices du centre, qui explique que bah voilà, il y a eu une série d'obstacles et que ça a rendu la décision inévitable avec le contexte économique actuel et puis leur lancement à Bordeaux qui a été compliqué et ils n'ont pas réussi. En gros, il leur manquait 150 000 € pour pouvoir maintenir leur maison parisienne ouverte et ils n'ont pas réussi à trouver les financements et ils ont été obligés de fermer. Donc cette fermeture, moi, elle m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons. Déjà parce que, j'ai envie de dire, c'est toujours triste de voir des projets abandonnés, en fait, de sentir la tristesse dans la voix de la fondatrice et d'entendre ce message qui est bah, on a fait notre maximum, mais on ne peut pas faire autrement.
Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant et de vraiment triste dans cet abandon qui se présente, comme la seule, possibilité. Ensuite, ça m'a touchée aussi parce que comme je vous l'expliquais, Gynécée, c'était un centre qui avait une belle notoriété et justement de réaliser que même ça, ça ne suffit pas. La viabilité économique dans le domaine du bien-être, elle est difficile. C'est quand même une réalité, même si, je vais en reparler plus en détail, dans l'épisode. Il y a peut-être plein de contre-exemples ou autres, mais c'est un fait. Et donc la fermeture, de Gynécée, ça envoie un petit peu un message, mais si c'est difficile pour, eux ou elles, bah, alors qu'elles ont la notoriété, comment c'est pour les autres? Alors certes, encore une fois, du coup, j'imagine qu'elles ont des coûts de structure du fait d'être un lieu qui sont pas du tout les mêmes coûts et les mêmes charges que vont avoir des entrepreneurs qui n'ont pas ce type, qui n'ont pas de lieu physique. Mais quand même, ça soulève cette question-là. Et enfin, pourquoi ça m'a touchée? Bah, pour tout vous avouer, quand j'ai vu cette vidéo, beh, je me suis vue, un jour, heu, peut-être, être amenée à faire ce type de prise de parole et d'annoncer avec le cœur lourd que je devais arrêter mon activité, que je devais arrêter, ce podcast, par exemple, parce que, je m'y retrouve pas financièrement. Et bah, quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous faire une annonce, mais je suis quand même réaliste sur le fait que ça peut arriver et qu'aujourd'hui je me sens pas, à l'abri de ça, en fait. Moi, pour l'instant, je me considère encore en construction d'activité, je me laisse encore, du temps pour justement, consolider mon activité et voir comment se pérennise, la viabilité, économique. Mais la question, c'est quand même jusqu'à quand? Je me laisse ce temps et peut-être qu'à un moment, je serai au pied du mur de devoir prendre ce type de décision avec, un immense regret. Et en même temps que j'imaginais faire cette vidéo, j'ai aussi imaginé, la déferlante de messages que je pouvais recevoir, bah, d'ailleurs à l'image de ceux que je voyais sur, le post, sous le post de Gynécée en commentaire, avec, des gens qui disent, «Mais non, c'est trop triste, mais non, trop dommage, bravo pour tout ce que vous avez fait, c'est incroyable». Et ma réaction, c'est de dire: «Bah oui, c'est triste, on est complètement d'accord, mais pourtant, on en arrive là». Et les encouragements et les bravos, c'est hyper précieux. Je le dis tout le temps, on en a besoin, mais ça ne paye pas les factures. Ça laisse presque un peu un goût de il a fallu en arriver là pour avoir cette déferlante de soutien, mais c'est trop tard. Donc enfin ça me touche beaucoup. Et j'ai vraiment imaginé ce déchirement de mettre fin à ce projet dans lequel j'ai tant donné, le sentiment de gâchis, que je pourrais ressentir et de mais tout ça pour ça, quoi, en fait. Donc je vais pas tant que ça épiloguer sur, le cas de Gynécée parce que de toute façon, je connais pas le détail de leur situation. Je les ai contactés pour les inviter sur le podcast. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour, mais et je comprends que ce soit difficile de témoigner de tout ça. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de prendre ce prétexte pour parler d'un sentiment qui me quitte pas quand même ces derniers temps, c'est, le sujet de la difficulté de l'équation économique de nos métiers, du bien-être, du développement personnel, de tout ce domaine-là. Donc la première chose que j'avais envie d'évoquer, c'est la non-valorisation de notre travail, parce qu'il y a une chose qui me fend le cœur ces derniers temps, c'est que moi je connais franchement avec certitude aujourd'hui la valeur du travail que j'apporte, que ce soit au travers mes accompagnements pour aider des personnes à prendre soin d'elles ou pour aider des entrepreneurs du bien-être à donner vie à leurs projets, ou que ce soit au travers mes partages dans le podcast par exemple. Et franchement j'en ai aucun doute de cette valeur. Et si je compare à ce que je faisais dans mon ancien métier avant de me reconvertir, je travaillais dans l'industrie cosmétique, l'utilité apportée, je trouve qu'elle est sans commune mesure. Et pourtant, je gagne nettement moins d'argent aujourd'hui, dans ma situation, que dans mon ancien métier. Donc pourquoi dans notre société, la rémunération, elle n'est pas proportionnelle à la valeur du travail?
Parce que la rémunération, c'est quand même le reflet de ce que la société valorise. En faisant gagner beaucoup d'argent pour certains, métiers, certains secteurs d'activité, ça envoie un message de leur importance quelque part que la société leur confère. Et du coup, le constat, c'est que globalement, la société n'attribue pas suffisamment de valeur à tout ce qui est, métier du care. Donc, quand je parle, des métiers du care, c'est les professions, les soignants, les professionnels du bien-être, les professionnels de la petite enfance aussi et même l'écologie. Tous ces domaines-là, tous les métiers qui sont dans le prendre soin, des autres, de la planète. Donc pourquoi aujourd'hui, se prendre soin, ça a si peu de valeur économique? C'est vraiment quelque chose qui m'interroge dans la mesure où, on est dans une société aujourd'hui où le mal-être est quand même partout. J'en discutais dernièrement avec une de mes coachées qui est naturopathe et quand on commence à accompagner des personnes, enfin moi je l'ai vraiment vécu, on se prend de plein fouet, tout le mal-être, de la société. Ben, honnêtement, en consultation, on voit rarement des gens qui vont bien. Enfin après c'est vous allez me dire: «C'est normal, c'est pour ça qu'ils viennent». Mais même quand on regarde autour de nous, franchement, enfin, honnêtement, tous les gens, ils ont un pet de travers, que ce soit, physique, que ce soit mental. Enfin moi, c'est quand même quelque chose, qui me saute aux yeux et qui est assez partagé, quand on travaille dans ce milieu-là. Et donc comment ça se fait, dans une société qui est aussi mal en point, où le bien-être justement il est nécessaire, bah, que toutes ces professions, elles soient aussi mal rémunérées? Peut-être à l'exception effectivement des médecins et encore, sous quelles conditions en fait, les médecins arrivent à bien se rémunérer en faisant, peut-être, des patients à la chaîne, en ayant des dépassements d'honoraires, hyper importants et voilà, c'est quand même basé sur un certain modèle et qui n'est pas, le reflet de la majorité de ces professions. Pour étayer un peu cette réflexion sur le fait que la société, elle valorise pas le prendre soin, quand j'ai eu mon enfant, j'ai pris, je crois, 2 mois de congé parental parce que je voulais pas reprendre le travail avant les 6 mois de Gaspard. Donc, grosso modo, quand on est en congé parental pour élever son enfant, donc pour prendre soin, d'un petit être, la société nous attribue en tout cas en France, c'est comme ça en France, parce qu'on sait que d'autres pays le font autrement. On a le modèle des pays nordiques, par exemple. En France, la valeur que la société, considère, c'est 400 € par mois pour élever un enfant à temps plein. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce que ça dit de notre société, cette non-valorisation? J'ai une amie, psychomotricienne qui quand je lui partageais tout ça, elle me rappelait que pendant ses études, les profs, ils étaient hyper clairs et ils la prévenaient carrément en disant: «De toute façon, on fait pas ça pour l'argent». Et c'est fou, c'est comme s'il y avait une logique de sacrifice qui était totalement intégrée dans la culture du bien-être et que le fait d'avoir un métier qui a du sens, bah, ça devrait compenser tout le reste. C'est-à-dire, toute la partie financière. Moi, j'ai envie de dire: «Mais c'est génial d'avoir du sens, hein». On est beaucoup à en chercher aujourd'hui, mais le sens, c'est comme les encouragements, ça ne paye pas les factures. Donc pour moi, c'est 2 choses différentes. Ça devrait pas être, soit tu as le sens, soit, tu as de l'argent. Et à l'inverse, il y a quand même des métiers qui vont générer, beaucoup d'argent et dont l'utilité, elle peut être discutable. Si je vous prends l'exemple d'un sportif de haut niveau, ou ne serait-ce qu'un footballeur, où je pense que c'est là où on a les trucs les plus démesurés, bah, oui, OK, ça apporte, plein de choses aux gens, le sport, tout ça, c'est super, mais, est-ce on pourrait pas avoir un petit peu d'équilibre entre, mettre autant d'argent, à cet endroit-là et aussi peu, dans, tout le domaine du prendre soin? J'ai une autre de mes amies qui travaille aussi dans le bien-être qui m'a dit, «De toute façon Marion, quand tu fais des choix pour être aligné avec tes valeurs, c'est toi qui en pâtis sur ta sécurité, sur ton avenir et sur ta santé mentale». Et c'est vrai, c'est le constat en fait que j'ai fait pour moi, parce que pour, gagner du sens et faire cette reconversion, ben, effectivement, j'ai perdu, au niveau de ma sécurité, financière. Mon avenir, retraite et compagnie, ça me paraît beaucoup plus incertain, tout ça, j'ai même complètement abstrait. Et ouais, côté santé mentale, moi j'ai quand même beaucoup partagé dans le podcast, bah, c'est compliqué d'être confronté à cette insécurité et tout ça, c'est pas rose tous les jours quoi, quand même. C'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, bah, ça explique pourquoi plein de gens, ils préfèrent, maintenir leur confort et leur niveau de vie, plutôt que d'essayer de s'aligner avec leurs valeurs.
parce que c'est hyper dur quand on sait ce qu'on va y perdre. Moi, je l'ai fait parce que de toute façon, au bout d'un moment, c'était plus possible de faire autrement et je pense que la plupart des gens le font parce que voilà, à un moment, ce prétendu confort est tellement inconfortable qu'on n'a pas d'autre choix de changer de situation. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout aussi consciente que j'allais perdre autant. Il y a une différence entre savoir qu'on va perdre et après vraiment le vivre dans le quotidien. Et là, je parle, par exemple, de faire des choix professionnels, mais au-delà de ça, sans même demander aux gens de se reconvertir, moi j'observe beaucoup, autour de moi. Je vois des personnes qui ont de l'argent, enfin en tout cas pour qui l'argent n'est pas un problème, majeur et qui pourtant ne dépensent pas du tout d'argent dans des soins de bien-être ou pour faire des choix, de consommation, qui vont être plus écologiques ou plus vertueux, par exemple. Et ça me fait vraiment mal au cœur, en fait, parce que souvent la raison qui va être évoquée, c'est: «Bah oui, mais j'ai pas le budget, oui, mais j'ai pas l'argent», mais en fait, même les personnes qui ont l'argent ne valorisent pas justement se prendre soin. Et donc voilà, au travers de cette partie-là, je vous partage vraiment cette réalité et cette déception de ne se sentir pas, valorisé à sa juste valeur, en fait. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de l'hyper, responsabilisation des entrepreneurs. Alors, ça fait un petit peu moins de 2 ans que je suis devenue entrepreneur et que je me suis beaucoup formée sur le sujet. J'ai appris à comprendre comment ça fonctionnait, comment on faisait pour développer son activité et il y a une chose qui m'agace mais profondément, c'est que le monde de l'entrepreneuriat, il ne tient pas compte de l'aspect systémique et comme ça, j'en ai beaucoup parlé dans mon précédent épisode sur la dimension politique du bien-être. La dimension systémique, c'est considérer qu'en fait, on fait partie d'un tout et moi, j'en peux plus d'entendre des discours, sur tous les comptes business, tout ça, qui passent leur temps à dire que oui, ok, c'est la crise, mais c'est pas une excuse, parce que même en temps de crise, il y en a qui réussissent. Il y a toujours un peu bah de toute façon, faut être plus malin que les autres. Il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Et c'est vrai que même dans le domaine du bien-être, oui, il y en a qui cartonnent. Moi, j'ai interrogé plein de personnes dans mes interviews. Oui, il y a des personnes qui s'en sortent très bien et c'est super d'avoir des modèles inspirants. Mais j'ai aussi envie de dire que si ça fonctionne pas pour vous, ou si c'est difficile, parce que pareil, il y a encore plein de niveaux entre ça cartonne et c'est un bide absolu. Il y a quand même une palette entre les deux, plein de nuances possibles. Et ben si c'est difficile, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas forcément de votre faute. Je trouve que la survalorisation du succès, individuel justement, ça a ses limites, et cette espèce de responsabilisation à outrance de, bah, c'est toujours à nous de s'en sortir, d'être smart, j'arrête pas d'entendre ça en ce moment. Je comprends le message, il faut pas qu'on se cache derrière des excuses, il faut pas qu'on soit là à dire: «Oui, c'est la faute de la société, c'est la faute de la crise». Oui, mais on peut pas non plus dire qu'elle n'est pas là, en fait. C'est ça, c'est que pour moi, il y a vraiment une co-responsabilité et donc une responsabilité de la société, justement en ne reconnaissant pas la valeur du prendre soin et ça ne peut pas être que la faute des entrepreneurs du bien-être. C'est je trouve que c'est hyper culpabilisant, en fait, d'avoir ce truc de «c'est de votre faute». Et moi, c'est vrai que ce que je me dis aujourd'hui, c'est que je sais que je peux m'améliorer dans plein de domaines de mon activité. J'ai plein de progrès encore que je pourrais faire dans ma communication, dans mon marketing, dans ma façon de vendre, tout ça. Oui, et c'est super de savoir qu'on a des axes de progression. Maintenant, je sais que je fais déjà beaucoup de choses et pourtant, moi, j'arrive pas à vivre de mon activité, en tout cas en vivant sur Paris, du fait des charges élevées, d'un loyer à Paris. Alors, peut-être qu'effectivement, dans un autre endroit, oui, effectivement, j'arriverai à en vivre, mais ce serait pas, le méga confort, pour l'instant. Après, voilà, encore une fois, ça fait qu'un an et demi que je me suis lancée, il faut se laisser le temps, tout ça. Oui, je suis complètement consciente et je suis prête à apprendre encore beaucoup et à m'améliorer. Mais à un moment, je peux pas lutter contre un système qui ne reconnaît pas la valeur de mon travail. Enfin, je me sens hyper impuissante par rapport à ça il y a cette co-responsabilité et je ressens vraiment une forme d'injustice. C'est injuste pour moi que l'équation économique elle soit si difficile dans nos professions, alors que pourtant, nos métiers, ils apportent du bien aux gens. Et le cas de Gynécée, encore une fois, est une illustration parfaite. Faire bien les choses, avoir le bon marketing, la notoriété, tout ça, ça ne suffit pas.
Et vraiment, il y a quelque chose au moins qui me conforte, c'est que si demain, je devais justement faire cette vidéo et arrêter, honnêtement, je sais que j'aurais fait mon maximum, quoi. Et quand je dis mon maximum, à la hauteur des compétences que j'ai, de là où j'en suis, en fait, tout simplement. Peut-être qu'effectivement, si je bosse encore pendant 10 ans et que j'acquiers plein d'expérience, je me dirais: «Oui, j'aurais pu mieux faire», mais aujourd'hui, avec les ressources que j'ai, je sais que j'ai fait mon maximum et pourtant, peut-être que ça sera pas suffisant si la société en face, elle est pas en phase avec, ce que je propose, en fait. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est la vulnérabilité des indépendants. Moi, depuis le début de l'année, j'ai eu quand même des petits coups durs, des déceptions, que ce soit avec des fois des structures, des entreprises, qui m'ont fait en fait vraiment ressentir, cette forme de vulnérabilité à être un indépendant face à une organisation qui est plus grande que nous. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que quand on est indépendant ou une petite structure, généralement c'est pas, un seul événement qui va nous mettre dans le rouge, et c'est ce que décrit un petit peu, Gynécée dans leur post. C'est un peu une série et une accumulation d'événements c'est l'accumulation qui devient insurmontable. Et moi, de commencer à toucher du doigt ça et à me rendre compte, voilà, avec des petites déconvenues à droite à gauche, ça m'a donné aussi beaucoup d'empathie pour tous les commerces qui ferment autour de moi depuis 2020. En tout cas, à Paris, c'est assez flagrant, le nombre de petits commerces, qui ont mis la clé sous la porte depuis le covid. Et maintenant, je peux vraiment comprendre, ce que ressentent, ces personnes qui, à un moment, doivent abandonner leur projet, parce que c'est devenu trop difficile et qu'il y a pas d'autre choix que de fermer boutique. Et je reviens à ce que je disais en introduction de l'épisode, c'est j'imagine tellement ce déchirement, ce sentiment de perte et puis aussi, on peut vraiment y perdre des plumes. C'est pas juste: «Oh, c'est triste, dommage». Je pense qu'il y a des gens qui auront vraiment même du mal à s'en remettre. Enfin, faut vraiment se dire qu'en fait, on est fragile et on est vulnérable quand on est, indépendant ou en tout cas à la tête d'une petite structure et que comme moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le modèle de base étant le salariat, c'est ce qu'on retrouve le plus dans notre société, et ben, la vulnérabilité des indépendants, elle est très sous-estimée et souvent elle est pas prise en compte. Peu de gens effectivement se rendent compte et encore une fois, je m'inclus dedans. Moi-même, avant de le vivre, je ne me rendais pas compte de cette vulnérabilité que qu'on peut vivre. Alors ça pose vraiment la question de comment on peut soutenir, les indépendants, parce que quand on voit que je vais vous dire un truc, même un quelque chose de gratuit comme, liker les publications par exemple, pour, faire un petit geste de soutien ou partager. C'est gratuit et c'est même pas fait, les gens le font pas en fait, enfin pour plein de raisons. On n'a pas le temps, on n'y pense pas, nin mais peu importe, c'est que quelque part le soutien aujourd'hui, il vient pas forcément spontanément et c'est compliqué de le demander et ce que je peux vraiment observer, c'est que peut-être que le monde du bien-être, il est aussi pris à son propre piège du fake it until you make it. Alors c'est vraiment un des mantras, de l'entrepreneuriat justement de on fait comme si tout marchait bien pour que les gens croient que ça marche bien et comme ils croient que ça marche bien, du coup ça va marcher bien. Enfin, je le résume un peu comme ça, mais oui, c'est vraiment d'essayer de faire croire que tout va bien pour donner envie, évidemment, parce que si on est là à dire: «Ah, je galère, oh, c'est dur», bah, c'est pas très sexy et je le comprends complètement et en même temps, on s'enferme un peu dans notre propre piège parce que, à pas dire que ça va mal, à un moment, peut-être qu'il sera trop tard pour ensuite demander de l'aide. C'est peut-être ce qui est arrivé à Gynécée, par exemple. Peut-être qu'à un moment, ils ont pas pu dire: «À l'aide, on s'en sort pas financièrement, on n'y arrive pas, on a besoin de soutien», parce qu'il faut continuer à montrer que tout va bien et que, et donner envie et au bout d'un moment, peut-être que c'est trop tard. Donc ça c'est une vraie question ça, comment on fait pour demander de l'aide sans se discréditer, en fait, sans passer pour un naze qui arrive pas, enfin, c'est vrai. C'est vraiment une question cruciale et je sais pas comment on peut trouver des moyens de normaliser, en fait, la demande de soutien, et créer une sorte de culture où, en fait, l'honnêteté sur les difficultés, elle est valorisée plutôt que stigmatisée. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, ils disent que ça va mal une fois que c'est passé. Parce que sur le moment, c'est trop dur, on a honte, c'est hyper difficile, en fait. Pour vous faire une confession, je pense que mine de rien, tout ce que j'ai fait comme partage ces derniers mois, que ce soit autour de l'envers du décor et ensuite là, la fermeture de Gynécée, il y a eu un changement quand même qui s'est opéré chez moi. C'est que
Dernièrement, j'ai dit à plusieurs amis à quel point c'était dur pour moi et que des fois, voilà, des fois je pouvais me décourager, des fois, alors que c'est quelque chose que je disais pas pour plein de raisons. Peut-être que j'en étais pas aussi consciente, mais j'ai été longtemps plutôt dans le «tout va bien». «Ouais, c'est trop cool, alors comment ça se passe pour toi Marion?» «Ouais, c'est génial, C'était pas forcément complètement faux, parce que bien sûr qu'il y a plein de trucs qui étaient génial. Mais c'est vrai que se partager le côté «ça va moins bien», c'était un truc que j'arrivais pas à faire. Et peut-être que le fait de l'avoir fait publiquement, au travers de cet épisode et maintenant c'est presque devenu c'est devenu assumé. Mais c'est vraiment, récent pour moi et pour tout vous dire, je l'ai fait, auprès de ma belle famille par exemple, la semaine dernière. J'osais pas du tout. Pour moi, c'était douloureux donc vous voyez, en vous partageant ça finalement, j'avance un petit peu aussi de mon côté avec, des embryons de réponses et en essayant en fait de dire, les difficultés et en voyant que très généralement, c'est toujours, accueilli avec beaucoup de soutien, d'empathie. Mais pour autant, oser le faire, c'est vraiment difficile. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion de cet épisode qui était probablement pas du tout un mini épisode. Mais comment vous voulez être bref avec des sujets de société qui sont tellement vastes et j'assume complètement, j'assume, ce temps de prise de parole parce que de toute façon je pense qu'il est nécessaire. Donc voilà, ces réflexions que j'avais envie de vous partager suite à la fermeture, de Gynécée, mais aussi après, 1 an et demi, à mon compte. Et encore une fois, je sais que j'ai soulevé pas mal de questions, et sans apporter forcément de réponses. Mais je crois vraiment que ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, pour moi, ça n'est pas normal en fait, ce qui se passe. Et je vous disais, j'apporte pas forcément de solution. Je crois que des fois, apporter les solutions, c'est peut-être pas possible tout de suite. On dit souvent, déjà prendre conscience du problème, c'est déjà une étape. Et vous voyez, ce que je vous partageais, de cheminer avec tout ça ces derniers temps, j'ai commencé à faire les choses différemment. C'est déjà une première étape qui peut déclencher des choses en fait. Et je trouve vraiment que, bah, tout ce manque de reconnaissance de notre valeur, cette hyper-responsabilisation, et sorte de même de culpabilisation qu'on peut retrouver et la vulnérabilité, des indépendants, moi, c'est vraiment des choses qui me paraissent, injustes, qui me touchent et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Et je crois que vraiment la société peut se tromper. C'est pas parce que c'est la norme que c'est normal. Et j'en reviens en fait à la dimension politique de notre rôle, hein, dont j'ai parlé dans mon dernier épisode, le numéro 22. Peut-être qu'un de nos rôles, en tant que professionnel, du bien-être, et ben, c'est de dire, haut et fort, «Ce que je fais a de la valeur» et encore une fois, si la société ne le voit pas, est-ce que c'est pas à nous de le dire, le plus possible? Moi, vraiment, l'objectif de ce podcast, c'est d'être, porteur d'espoir, de montrer qu'il est possible de se reconvertir dans le bien-être, que ce soit par mon témoignage ou les témoignages des personnes que j'ai interviewées. Mais j'ai aussi toujours fait le choix, du réalisme et de l'honnêteté dans ces partages. Et clairement, la fermeture de Gynécée, moi, ça me fait pas sauter de joie. Donc, je pense que c'est important de lever ces tabous et de parler de ces sujets-là et pas de les cacher, sous le tapis, quoi. Et de toute façon, je crois aussi que dire la vérité aux gens, ça les empêchera pas de passer à l'action. Moi, j'ai toujours voulu y croire. Quand j'ai eu envie de me reconvertir, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais arrête, t'en vivras pas, reste à l'abri, t'as une situation, c'est très bien». Et moi, je me suis toujours, un peu battue contre ça et dire: «Mais non, moi je veux y croire, je veux prouver que c'est possible». Parce que voilà, quand c'est plus fort que nous, il y a rien qui nous arrête de toute façon. Donc on va pas pouvoir empêcher cette vague de personnes en reconversion qui cherchent plus de sens, qui quittent des jobs plus ou moins bullshit, et donc c'est toute cette vague de reconversion post-covid dont je fais partie et qui continue encore. On ne peut pas l'empêcher. Et en même temps, on peut pas non plus laisser tous ces gens qui vont aller se mettre parfois en grande difficulté et qui vont peut-être y perdre des plumes, comme je le disais. Ça peut vraiment être douloureux et on peut y perdre de l'argent, on peut y perdre de la confiance en soi. Et c'est maintenant, en fait, que justement, ces personnes de cette vague de reconversion qui sont parties avec plein d'espoir, c'est aussi maintenant qu'elles sont dans le dur et peut-être qu'elles déchantent. Voilà, donc peut-être, plus on en parle, plus on arrivera à se soutenir. Si vous écoutez le podcast et que vous n'êtes pas dans le bien-être directement, mais que vous avez des proches qui se sont lancés dernièrement dans ces domaines-là et envoyez-leur vraiment juste du soutien et ça m'émeut quand je dis ça parce que
Il y a plein de choses qui sont gratuites, qui peuvent nous apporter énormément en soutien et qui vous coûtent rien et même qu'on peut faire nous aussi les uns avec les autres. Enfin, ne nous privons pas de ça en fait. On en a vraiment besoin pour continuer à avancer dans nos professions et à apporter toute cette valeur au monde. Donc merci de m'avoir écouté. Partagez-moi vos réactions par rapport à tout ça, que ce soit la fermeture de Gynécée, par rapport à la non-valorisation du travail et tous ces sujets que j'ai évoqués. Et comme je le fais à la fin de chaque épisode et j'apprends de plus en plus à demander du soutien, et à force ça devient de plus en plus une habitude, mais je vous encourage comme à chaque fois à me laisser un petit commentaire, une note sur vos plateformes d'écoute, à partager l'épisode si vous pensez que justement tous ces messages ils ont besoin d'être entendus auprès de plus de personnes, aider le podcast à se faire connaître. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira si vous avez envie d'échanger avec moi. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour découvrir mes offres d'accompagnement auprès des entrepreneurs du bien-être pour justement aider ces personnes à s'accrocher envers et contre tous. Parce que oui, encore une fois, on a besoin de ce soutien-là. Vous pouvez me contacter, que ce soit pour un appel découverte pour juste échanger, faire connaissance, ou une vraie séance découverte pour voir un petit peu comment moi je peux vous accompagner. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.